le joli mois de mai est de retour avec son parfum entêtant de muguet et de lilas. Même si c'est vrai, enfin je sais pas quel temps il a fait chez vous, mais à Paris aujourd'hui c'était de la pluie, de la pluie et de la pluie. Donc je pense que pour ce week-end on va avoir un peu de soleil et en même temps il en faut aussi de la pluie pour les belles plantes. Allez, nous sommes à vos côtés en ce soir de 1er mai jusqu'à 1h. Jeanne et Paul sont tout prêts à vous accueillir au 39 21 sous l'œil de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez vous manifester à tout moment, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS en envoyant votre message au 7 39 21 et en n'oubliant pas de commencer votre message par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1. Caroline Dublanche. Et on accueille Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de vous avoir. Mais moi aussi. Alors, est-ce que vous avez eu du beau temps, vous, en ce jour de 1er mai chez vous? Alors, non, moi je suis pas loin de Paris et j'ai pas eu beaucoup. Ah oui, donc bon, vous avez eu de la pluie toute la journée comme nous. D'accord. Mais en parlant de muguet, moi j'ai acheté un petit brin et il m'a finalement pas porté chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah bon? Oui. Ah. Alors c'est à la fois un peu rigolo, peut-être pas sur le moment, oui, mais là toute la journée, là je suis pas bien et puis là j'ai envie de vous parler parce que pour je sais pas, vous essayez de comprendre, vous allez me dire. Ouais, je vais essayer, on va essayer peut-être tous ensemble, et puis peut-être aussi ceux qui nous écoutent vont nous aider également. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans. Oui. Après un divorce qui était un peu compliqué parce que j'ai vécu 30 ans avec quelqu'un et puis bon, il est parti. J'ai eu du mal à me reconstruire, mais j'ai quand même rencontré quelqu'un. Oui. Il y a 2 ans. On est restés ensemble 10 mois à peu près, 1 an presque. Et puis on s'est séparés un petit peu d'un commun accord. Enfin je sais pas, on se disait que finalement ça allait pas quoi. Et puis on s'est recontacté. Oui. Il y a 4 mois, donc on a repris une relation depuis 4 à 5 mois. Tout allait bien. Oui. On vit chacun chez nous et puis on se voit régulièrement le week-end. Et il a changé de numéro de téléphone il y a à peu près 10 jours, je crois. Oui. Et puis moi, hier soir, je l'ai appelé parce qu'on devait se voir et je l'ai appelé et je suis tombée sur une femme qui m'a répondu. Sur un portable ou sur un fixe? Sur le fixe. D'accord. Sur le fixe. Et puis, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas me présenter et de parler à cette femme. J'ai raccroché. Et j'ai tout de suite pensé, il y a quelqu'un chez lui, quoi. J'ai pensé ça. Et vous lui avez parlé? Vous lui avez dit quoi, cette femme? Non, j'ai rien dit, j'ai raccroché. Ah oui, d'accord, vous ne lui avez pas parlé, vous avez raccroché quand vous êtes... D'accord. Voilà. Oui. J'ai pensé, tout de suite, il est avec quelqu'un, quoi. Il était 20h30. Oui. J'ai raccroché, puis bon, pendant un moment, je me suis dit... Bon, c'était une voix jeune, quand même. Je me suis dit, c'est peut-être sa fille, parce qu'il a une fille qui a à peu près 35 ans, mais qui ne vit pas chez lui, mais qui peut-être est venue le voir. Oui. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Oui, vous avez été déstabilisé. Vous attendiez pas à avoir une voix de femme au bout du fil de son numéro. Exactement. Et donc, 1 heure après, il me rappelle. Oui. Puis, il me dit, j'ai vu que tu as appelé, mais j'étais pas dans la pièce et je te rappelle. Et je dis oui. Et je dis, mais il y avait quelqu'un chez toi, j'ai eu une femme au téléphone. Il me dit non. Et non, il n'y a personne. Je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, j'ai appelé, puis il y avait une femme.
Mais non, c'est pas possible. Je dis, si, quand même, je sais, tu t'es trompé de numéro. Je dis non. Oui, c'est possible. Vous l'aviez peut-être parfois à un chiffre près, on peut tomber sur un autre numéro. Non, là, il était enregistré. Oui, c'est ça, vous pouviez vérifier. Et donc, il me dit ça, je lui dis, non, je te crois pas. Ça lui a pas plu, il me raccroche au nez, il me dit au revoir. Donc, je dis, c'est bizarre quand même. Bon, je l'ai pas rappelé. Et ce matin, je le rappelle pour lui dire, quand même, hier soir, tu étais un peu énervé, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on se voit plus, quoi, c'est fini. Quoi? Ah bon? Oui. Comme ça, à brûle pour point Il me dit... Drôle de réaction, réagir comme ça. Et alors, je sais pas, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous croyez pas qu'il a profité... Alors, attendez, je vous explique. C'est que il a changé de numéro et l'opérateur a donné à lui un numéro qui existait déjà, donc cette femme. Parce que ce matin, je l'ai appelée et la dame, elle me dit oui, vous essayez de joindre le monsieur, il a le même numéro que moi, voilà, il m'a appelé hier soir très tard pour vérifier, et c'est vrai. Donc, c'est là où je l'ai rappelé. Je dis, c'est vrai, il y a une erreur, quoi. L'opérateur s'est trompé. Alors, quand vous avez appelé cette femme, vous avez rappelé après, elle vous dit, ah oui, entre-temps, j'ai eu un monsieur qui m'a dit que vous aviez cherché à le joindre et on a le même numéro. Ça peut exister, ça? Ça peut arriver? Oui. Il a changé d'opérateur il y a à peu près 10 jours. Oui. Et on lui a attribué... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, non? Oui, exactement. Donc moi, j'ai jamais pensé que l'opérateur avait fait une erreur. J'ai tout de suite pensé, évidemment, j'ai pensé au mal. Oui, vous lui avez dit, je te crois pas, enfin, vous étiez un peu soupçonneuse peut-être, mais voilà, oui, c'est ce qui lui a pas plu. Oui. Oui, mais au lieu de dire, écoute... te monte pas la tête, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est quand même curieux que sur une histoire aussi, un détail aussi idiot, il rompe pour cette raison qui est. Tout de suite, c'est complètement disproportionné, je trouve, sa réaction par rapport au problème. Surtout, vous ne lui avez pas fait de scène au téléphone. Non, j'étais tout à fait calme. La seule chose. Quand il m'a dit, non, il n'y a personne, je lui ai dit, je te crois pas, mais calmement. Parce que j'étais, c'est vrai que j'étais idiote de pas parler à cette femme. Oh non, mais faut pas vous en vouloir. Je comprends que maintenant, effectivement, vous repassez le film de tout ce qui s'est passé, de tout cet échange. Non, ne vous en voulez pas parce que vous n'avez pas parlé à cette femme. C'est l'effet de la surprise. Oui. Voilà, vous n'avez pas cherché, là, vous avez réagi spontanément. Oui. Vous vous attendiez tellement à la voir lui. Oui. Vous êtes tellement habitué à, quand vous l'appelez, de tomber directement sur lui, que sous l'effet de la surprise, vous avez raccroché. Bon, mais ça peut arriver. Tout le monde aurait pu le faire, hein. Oui, parce que... Non, faut pas vous en vouloir de ça. Il aurait, comme dit Christelle, il aurait dû simplement vous rassurer. Vous dire, ce qu'il a essayé de faire, d'ailleurs, quand il vous a dit non, je sais, c'est pas... Oui, il a essayé de me dire, il m'a dit non, qu'est-ce que tu racontes là, il y a personne. Oui, mais enfin, je comprends. Si, ça aurait donné lieu à une scène. Si vraiment vous lui aviez fait la grande scène du 2, en disant qu'est-ce qui se passe, il y a une femme chez toi, t'es en train de me tromper, tout, ça aurait pu l'agacer et à un moment peut-être sous le coup de la colère dire écoute, si c'est comme ça, on arrête. Mais là c'est même pas, c'est le lendemain. Vous l'appelez, donc il y a quand même la nuit qui est passée là-dessus, on me dit il est plus sous le coup de l'énervement. Et là, comme ça, froidement, il vous dit, on arrête. Ça fait un peu prétexte, je trouve, ça fait tirer par les cheveux. Voilà, il me dit, je préfère qu'on se voit plus, on arrête. Alors, il m'a quand même renvoyé ce matin à 11h un texto pour me dire, il s'excusait de la façon dont il avait rompu. Ah oui, quand même. Et moi je lui ai dit que
je croyais qu'il allait vraiment en rire parce que oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec vous. Bah oui, moi, vraiment. Comme vous le dites vous-même, ça pourrait être plus drôle qu'autre chose. Si malheureusement, il n'y avait pas eu cet enchaînement et sa réaction qui est excessive, je trouve. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai eu de la jalousie, mais finalement. Oui, mais que après tout, ça peut traverser l'esprit là aussi de tout un chacun, se dire tiens, il y a une femme ou chez lui, bon. Mais enfin, de là à rompre comme ça au téléphone. D'ailleurs, lui-même se rend bien compte. Il vous envoie quand même un petit texto pour vous dire désolé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous met exactement dans le texto? Alors, il me met il s'excuse d'avoir rompu de cette façon. C'était difficile pour lui et que, il me dit bonne continuation. Moi, je lui ai répondu que je croyais qu'il allait réagir avec de l'humour et que c'est dommage d'arrêter, quoi. Oui, pour une broutille, et ce qui fait vraiment, on a l'impression qu'il se sert de ce prétexte pour rompre. Voilà, c'est ce que je pense. Et quand même, à la fin, il me met, on en parlera demain. C'est-à-dire demain soir, je lui ai proposé qu'il me rappelle pour qu'on en parle. Alors voilà où j'en suis. Il doit me rappeler demain soir et puis je sais pas. Alors parce qu'en plus, on s'est vu samedi, dimanche et on a réservé ensemble un spectacle. On doit aller voir un spectacle. Donc je comprends pas. Je sais pas. Alors, les auditeurs là, nous écoutent très attentivement parce que oui, il y a Annie qui dit mais puisque il vous a dit qu'il avait vu que vous l'aviez appelé, c'est bien que vous aviez fait le bon numéro. Oui, de fait, mais c'est ce numéro, il y a une dame qui aurait exactement le même. C'est ça l'explication. Alors là, j'ai quelqu'un. Après les mystères de l'internet hier soir, maintenant on avance un peu dans on régresse plutôt, c'est les mystères du téléphone. Oui. On remonte le temps, vous voyez. Demain on fera une initiation au Minitel. Pour ceux qui débarquent, donc pendant 1 heure, on va faire pour ceux qui débarquent, qui sont un peu angoissés par rapport à cet engin. Ne vous inquiétez pas, on vous dira tout sur le Minitel. Mais il y a quelqu'un. Alors beaucoup me disent, il y a Pascal qui dit quand on change d'opérateur, il faut 2 ans avant que votre ancien numéro soit remis en service. Donc il est impossible que 2 personnes aient le même numéro. Il y a également Léa qui me dit ça. C'est pas possible, selon Léa et Pascal, que 2 personnes aient le même numéro. Il me semble bien qu'il y a une attente de 6 mois. Pour Léa, c'est 6 mois. Pour Pascal, c'est 2 ans. Pour réattribuer un numéro, elle me dit, sinon, vous imaginez le bazar. Moi, c'est ce que je croyais aussi, qu'il y avait un temps d'attente. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir un bug aussi, finalement, un problème? Après tout, oui, dans les faits, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème? Parce que moi, la fille, elle m'a bien dit ce matin, oui, on a le même numéro. Et alors... Mais qu'est-ce qu'elle... D'ailleurs, je comprends pas bien. Cette femme, c'est elle qui vous a rappelé ou c'est vous qui l'avez rappelé? C'est moi qui l'ai rappelé. Vous l'avez rappelé et comment ça s'est passé? Enfin, cet échange, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je voudrais parler à... je lui ai dit le prénom. Elle dit, écoutez, ce monsieur, vous voulez joindre ce monsieur. Il m'a appelé hier soir très tard pour me dire qu'il y a un problème de téléphone. Oui, et elle vous paraissait tout à fait crédible. Ah oui, tout à fait. Alors franchement, il faudrait vraiment... on se dit quand même, elle n'est pas dans la combine non plus, parce que là, on va être parano et se dire pourquoi si c'était... Puisque vous, votre crainte, c'est qu'en fait... Au départ, vous vous êtes dit c'est peut-être quelqu'un de sa famille, et après tout, il a une fille, ça pouvait être, je sais pas, moi-même, en général, une amie, elle décroche pas le téléphone, mais parfois dire, écoute, prends l'appel, je suis occupée, ça peut arriver parfois, on n'est pas chez soi et on décroche parce que la personne nous le demande, après tout, bon. Mais,
que la dame, en tout cas, on peut difficilement imaginer s'il avait une autre femme dans sa vie, qu'elle-même serait dans la combine en vous disant, si c'était son épouse ou peut-être une maîtresse, qu'elle dise ah oui bien sûr, cet homme dit vrai, vous savez, on a vraiment le même numéro. Ah non, enfin, non. Ça paraît pas probable, donc non, ça peut arriver qu'il y ait une erreur. Ah oui, oui, vous ne remettez pas en question ça, qu'ils ont vraiment le même numéro. Bon. Je sais qu'il est il est veuf. Quelle histoire alors quand même pour un problème à la base, c'est dingue ça. Youpi. Alors il a changé il y a une dizaine de jours. Et il faut que ça tombe sur moi parce que si par exemple ses parents l'auraient appelé, ils auraient dit on n'arrive pas à te joindre, ou on a eu une femme au téléphone, il aurait fait le truc, il m'aurait dit attention, si tu m'appelles, c'est une femme qui va décrocher. Mais non, c'est moi ça tombe sur moi quoi. Mais moi ce qui paraît dingue, c'est que moi je sais plus là, je m'embrouille. Il y a Brigitte, elle dit mais moi aussi je me demande comment il a su que vous l'aviez appelé lui ce soir-là, si l'appel est en fait arrivé chez quelqu'un d'autre, donc chez cette femme. Ah non, mais parce qu'ils ont le même numéro, mais alors ça veut dire que quand on appelle cette femme, lui, il voit qu'il a un appel en absence sur un portable, et quand on appelle quand on l'appelle lui, cette femme voit qu'il appelle. Moi, ça me paraît un peu surréaliste quand même. Hein. Attendez, quand il a changé. C'était un week-end. Moi, ce week-end-là, on s'est pas vu. Et il m'a appelé chez moi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce numéro, je ne connais pas. Et c'était lui, il me dit, j'ai changé de numéro d'opérateur. Bon. Je sais, voilà. Ouais, je sais pas quoi vous répondre parce que là, franchement, c'est les mystères de la téléphonie. Si vraiment quelqu'un de plus soupçonneux et tout pourrait appeler l'opérateur en disant qu'est-ce qu'il en est que c'est possible ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir un problème? Mais au fond, c'est pas vraiment vous votre souci. Non, c'est il dit qu'il va quand même, il dit qu'il rompt et puis finalement il doit vous rappeler pour en parler. Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter d'en parler pendant 2 heures de cette histoire de t'appelles chez moi, mais c'est la dame qui a... Bon, qu'est-ce qu'il sait? Dire que vous avez plutôt été... Enfin, vous pensez pas lui dire que vous avez été très surprise de sa réaction, de son énervement après coup? Oui. Qu'est-ce qui l'a énervé à ce point-là pour qu'il décide de rompre pour quelque chose qui était finalement un détail au fond? Exactement, oui. Alors, on a l'impression qu'il se fâche vraiment parce que justement, quand on réagit de cette manière-là, c'est comme s'il était pris la main dans le sac et qu'il avait quelque chose à cacher et que du coup, on dit la meilleure défense c'est l'attaque et bon ben voilà, on coupe court. Vous voyez, je trouve que son attitude, mais moi je me méfie de tout ça, hein, parce qu'il faut pas d'interprétation en même temps hâtive. Il adopte presque une attitude de coupable entre guillemets. Et le côté bon bah écoute, puisque c'est comme ça, arrête de me prendre la tête et on rompt. Alors, il faut sortir de ça, et puis vous allez bien voir ce qu'il va vous dire. Écoutez-le, plutôt que parlez-vous. D'accord. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Oui, parce qu'il parle pas beaucoup. Hein. C'est vrai que il a une façon. Bon, c'est très agréable. Hein. J'aime pas non plus les hommes qui sont tout le temps en train de parler. Il n'arrive pas trop à parler, mais c'est vrai que je vais le laisser parler. Voilà, laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous verrez bien ce qu'il a à vous dire. Y a Carole, hein, elle calme le jeu parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est pas possible que ça sonne chez les deux en même temps. Bon, Carole, elle dit il m'est arrivé la même chose en changeant d'opérateur, c'est passager. Donc, et comme le mot de la fin, je vais le laisser à Louise parce que qu'importe cette histoire de téléphone qui finalement est anecdotique, comme le dit Louise, et dont les conséquences sont bien démesurées. Tient-il vraiment à vous? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, c'est ça le fond du problème. Oui. C'est ça le fond du problème, c'est-à-dire vous n'êtes pas, ne vous justifiez pas, hein, comme vous vouliez commencer à le faire en disant j'étais bête dès la première fois, j'aurais dû parler à cette femme. Non, c'est vraiment le truc. Vous appelez, c'est pas lui qui décroche, vous raccrochez, point barre. Et puis après que ça s'envenime à ce point-là, c'est ça qui est un peu surréaliste. Donc c'est lui qui a pris l'initiative de rompre. Bon, qui viennent vous dire écoute, moi je sais plus sur quel pied danser, pour une histoire vraiment bête comme chou, tu veux rompre, maintenant tu veux m'expliquer, mais s'expliquer de quoi finalement? Est-ce que tu as envie de poursuivre ou quoi? Laissez-le parler.
Oui, moi je crois qu'il a profité de l'occasion pour me dire, ben voilà, j'arrête. Et je lui ai mis sur le texto, je lui ai dit, je crois que tu tiens pas tellement à moi, parce que on aurait pu en rire de ça, au lieu Exactement. Donc laissez-le parler et vous verrez bien avec lui. Mais oui. Vous ne vous mettez pas en position de vous justifier, parce que franchement, il n'y a pas à justifier sur quelque chose d'aussi dérisoire, en tout cas. Je vous tiens au courant. Voilà. Bon, bonne chance, Marie, alors. Bonne chance. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. La modernité nous joue bien des tours, décidément. Il se passe des choses avec le téléphone, là, ce soir, de Marie. Hier, c'était Nicole qui avait reçu un mail pour l'informer que son petit-fils était homo. Mail, on ne savait pas envoyé par qui. Enfin, bon, il y a des choses comme ça qui peuvent aussi parfois bugger, comme me le dit quelqu'un, là, en envoyant un petit message en disant, avec les abonnements qui groupent Internet, ça arrive qu'un numéro soit attribué à quelqu'un d'autre par erreur de connexion. Il faut le signaler à l'opérateur, tout simplement. Vous êtes très rassurant là-dessus, franchement. Véronique dit c'est déjà arrivé à mon frère de partager un numéro suite à un bug chez Free. Rassurez-vous par rapport à ça. En tout cas, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Comme dit Jane, quelles étaient vos relations avant cette rupture? N'avez-vous pas senti un malaise avant? N'a-t-il pas pris ce prétexte pour rompre? Ou alors, il est vraiment très susceptible quand vous lui avez dit que vous ne le croyez pas. Bon, en tout cas, si vous faites le 39-21, je peux vous garantir que vous allez tomber d'abord sur Jeanne, Paul, et puis après que vous pourrez me parler à l'antenne. Alors c'est vrai qu'il faut suivre les indications, parce que il y a un serveur vocal qui vous indique qui contacter. Vous pouvez laisser des messages à d'autres émissions, mais franchement, si vous écoutez bien ce qu'on vous dit au 39-21, on va pouvoir se parler dans quelques temps. Je vous assure que c'est pas une autre femme qui va vous répondre. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Blanche. C'est drôle, j'ai été un peu, quand on m'a mis en attente, j'ai été un peu désorientée parce que je reconnaissais pas votre voix. Et je me dis, tiens, Caroline a été remplacée parce que c'était pas la voix de Sophie Peters non plus. Et en fait, je crois que c'est parce que votre voix au téléphone, elle n'est pas la même que votre voix à la radio. C'est possible. Oui, c'est possible. Donc, voilà. C'est même certain d'ailleurs. Oui. Il y a entre le téléphone, la radio. Oui, ça fait pas le même timbre de voix. C'est tout à fait possible. Oui. Enfin bref, voilà. Mais c'est bien moi, je vous rassure. Voilà, ne soyez pas troublés. D'accord. Et Sophie a pris quelques jours de vacances, quelques jours de repos bien mérités. Donc demain, je la remplacerai également. Ah d'accord, c'est pour ça, il y a des changements. D'accord. Ben moi, oui, une fois, je vous ai jamais eu au téléphone, mais une fois, j'avais eu Sophie Peters à laquelle j'avais parlé au sujet de mes enfants. Et là, c'était un peu différent. Voilà, comment expliquer c'est que j'ai l'impression que j'ai, pour simplifier, un profil de victime et j'aimerais bien m'en débarrasser. Alors, comment vous expliquez ça? Oui, en termes peut-être plus simples, parce que c'est rare qu'on dise oui, voilà, plus concret. Voilà. Alors, je vous explique que j'ai été mariée dans le passé pendant 11 ans et voilà, j'ai subi des grosses violences pendant 10 ans sur 11. Alors, bon, peut-être que ça vient du fait que ma mère m'avait pas donné confiance en moi, parce que je suppose qu'une autre personne, elle se serait pas mariée avec un homme qui lui avait déjà donné une baffe avant le mariage. Mais toujours est-il que voilà, j'ai cette expérience-là. Et après, le divorce, j'en ai pris plein la figure, mes enfants aussi. J'ai tout fait pour faire les choses du mieux possible. Mais voilà, j'ai vraiment trinqué un maximum et voilà, et ça se reproduit. Voilà, j'ai subi des agressions il n'y a pas longtemps, une fois dans un parking en voulant aller au cinéma, une autre fois dans un petit jardin, là 2 fois coup sur coup. Alors pourquoi est-ce que les gens me voient comme quelqu'un qui va supporter n'importe quoi? Je sais pas, je me pose des questions. Bon, je comprends que vous vous posiez des questions parce que ça... Oui.
c'est important de voir comment se fait-il que des expériences traumatisantes pour vous se répètent de la sorte. C'est vrai que ça interroge et qu'on remarque cela parfois dans la trajectoire d'une personne victime de violences, des violences physiques. On peut le voir parfois dans des cas de violences sexuelles aussi, des choses qui se répètent. Alors ça veut pas dire, au-delà du profil de victime, ça veut dire c'est pas seulement ça, c'est aussi se mettre parfois dans des situations qui vont être vraiment très problématiques. Ah bon? S'exposer, ne pas bien arriver à se protéger. Ah voilà, parce que j'ai jamais su me défendre. Enfin, et une fois, un médecin généraliste que j'avais autrefois m'avait dit, vous, on peut tout vous prendre, votre argent, vos enfants, la vie. Et en fait, ces trois choses sont arrivées, quoi. Et en fait, je crois que quand je raisonne, c'est un peu parce que je sais pas me défendre, mais je me suis un peu améliorée. Mais c'est aussi que je pense que les gens vont me respecter comme moi, j'ai tendance à respecter tout le monde. Donc, je suis toujours surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous interrogez aujourd'hui, finalement, après Après si longtemps? Oui. Eh ben parce que c'est ce que vous avez vécu récemment, là? Ben oui, et puis je voudrais absolument que ça change. Je me dis, si je peux faire quelque chose contre ça, parce que les violences physiques, c'est très déstabilisant. Et là, j'ai vraiment eu ma dose au cours de ma vie. Et je me dis, si on peut me dire où est la faille, on va pas vous dire où est la faille, hein. C'est pas quelqu'un, si vous décidez d'entreprendre un travail de thérapie, d'aller en parler, et donc ça supposera plusieurs séances, le thérapeute ne va pas vous dire j'ai repéré ça chez vous, la faille est là. Il y a une faille. Ah oui, obligé, non, on n'est jamais obligé. C'est-à-dire que c'est vous qui vous lancez dans cette quête, essayez de comprendre, de donner du sens un peu. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans des situations qui sont traumatisantes pour vous? Oui, parce que d'où vient cette difficulté? Vue, vous voyez pas quoi. Ah mais moi je lis pas dans le mar de café. Je suis pas, vous voyez, non, je suis pas voyeur. Non, je vois pas les failles comme ça me sautent pas aux yeux. C'est toujours le fruit et c'est pas en une séance que vous allez comprendre, hein. Quand on se retrouve vous le dites vous-même, dans une situation où les violences peuvent s'accumuler, se répéter. Bon, généralement, dans ces situations-là, moi, je peux vous dire des choses très générales. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans ce type de situation, c'est qu'on répète souvent une situation que l'on a déjà connue. Soit parce qu'on s'identifie à quelqu'un que l'on a vu se laisser maltraiter sans réagir. Ben là, je vois pas. Oui, mais je parle en général. Hein, là, si vous voulez, moi, je ne connais rien de votre histoire et n'attendez pas de moi, quitte à vous décevoir, que je vous dise le problème vient de là. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est toujours le fruit d'une histoire complexe. Oui. Les choses générales, ça m'intéresse aussi parce que ça éclaire un peu. Qu'est-ce qui fait que... Alors, vous m'avez dit, effectivement, vous parliez peut-être parce que ma mère ne m'a pas donné confiance en moi. Bon. Pour autant, toutes les personnes qui ont un manque, même important, de confiance en elles, ne se retrouvent pas forcément dans des situations où elles se font violenter. Mais il est vrai que parfois, on peut se sentir tellement dévalorisé que l'on ne peut pas s'autoriser à se défendre. Oui, peut-être il y a de ça, oui. Quand une situation d'agression, ça peut être verbal, ça peut être physique, se présente. C'est-à-dire qu'on a une tellement image de soi très affaiblie, une estime de soi très faible que... Comme si on dit, au fond, il y a quelque chose qui arrive, qui est dans l'ordre des choses et, moi, je crois qu'il y a un peu je subis. Parce qu'en fait, j'ai été un peu rejetée par ma mère par rapport aux autres enfants. On était 4. Et en fait, c'est presque normal pour moi de me faire maltraiter. Je sais pas comment dire. Je crois que ça a été aggravé par le fait que j'ai subi des violences conjugales pendant 10 ans, plus, enfin, mon mari m'a kidnappé un enfant, enfin, j'ai été piétinée, quoi, en tant que femme, en tant que mère,
Mais alors pourquoi j'arrive pas à rebondir et à ne plus me faire piétiner? C'est ça que je voudrais changer. Parce que peut-être que malheureusement, et c'est déjà le fait que vous ayez aujourd'hui l'envie de changer et de vous dire, c'est pas possible quand même que je me retrouve dans des situations qui vous font souffrir, qui vous font du mal, au sens propre comme au sens figuré, et que vous vous sentiez si démunis. Donc déjà le fait, c'est déjà une amorce de réaction, c'est une amorce de changement. Hein, donc le fait de vous interroger comme vous le faites, c'est déjà un premier pas. Mais il est possible que vous avez du mal à réagir parce que vous pensez au fond de vous que il ne peut vous arriver que des choses comme cela. C'est-à-dire comme dans la mesure où vous savez, quand il a manqué au niveau parental, au niveau notamment de l'amour maternel qu'il a fait défaut, qu'on ne s'est pas senti aimé par ses parents, par sa mère, on peut en tirer la conclusion. L'enfant, en tout cas, peut en tirer cette conclusion-là, mais ça s'inscrit aussi chez l'adulte plus tard, qui n'a pas de valeur, qui ne vaut rien, pour dire les choses simplement. S'il n'est pas aimé par ceux qui sont censés l'aimer et le protéger, c'est peut-être qu'au fond, il ne vaut pas grand-chose. Oui, et donc qu'on peut lui faire n'importe quoi. Quand on a le sentiment de ne pas valoir grand-chose, oui, on peut se dire c'est au fond ce que je mérite. Je mets avec beaucoup de guillemets. Mais je ne vaux pas plus que ça. Vous voyez, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est pas n'importe qui me fait subir ce genre de choses. Il y a, en général, je me fais facilement des amis. Je suis plutôt sympathique à la majorité des gens. Mais il y a un certain type de gens qui ont le profil de mon mari, mon ex-mari, puisqu'il avait été jugé pervers et sadique par expertise psychiatrique en justice. Et ces gens-là, on dirait qu'ils me flairent. Vous voyez ce que je veux dire? Et réciproquement peut-être. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que dans certaines situations, en poussant plus loin, je vais parler de façon plus générale, il peut y avoir ce qu'on appelle une forme de, vous savez, le masochisme qui est tombé un peu dans le langage courant, mais une forme qui relève plus d'un masochisme moral, là, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui sont souffre-douleurs. Oui, j'ai beaucoup été souffre-douleur, moi. De ma mère, de mon mari, puis d'autres gens. Oui. Et alors, moi, justement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour changer. Et il y a à peu près 1 an et demi, enfin, voilà, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, je remplissais le test d'un magazine pour savoir justement si on avait le profil de victime. Et j'étais pas dans le profil maximum, mais j'avais quand même un certain profil de victime d'après les cases que j'avais cochées. Vous voyez, déjà vous n'étiez pas dans le maximum victime. C'est plutôt rassurant. Vous étiez rassurée après avoir fait ce test. Voulu ne plus du tout être je comprends bien. Profil. Je comprends bien. Alors une amie, je lui ai exprimé ma surprise. Elle me dit ça m'étonne pas. Alors voilà, c'est pour ça que j'aimerais carrément changer de personnalité, mais je suis pas sûre que j'y arriverai. On change pas forcément radicalement de personnalité, mais quand on est pris dans un scénario qui se répète et qui nous fait souffrir, le fait de se pencher sur son histoire et partant des bases de l'histoire, des relations qu'on a eues enfant, et en tissant comme ça sans arrêt des passerelles entre le passé et le présent, on arrive à percevoir finalement que l'on répète toujours la même chose, et que peut-être si on répète ça aussi, c'est parce que on a du mal à lâcher un modèle qu'on connaît bien, même s'il nous fait souffrir, et qui, alors, comment vous le dire, qui peut-être donne une forme de satisfaction, mais très inconscient. Et c'est forcément, je m'attends à ce que vous me disiez, je comprends pas, parce qu'effectivement, la personne qui souffre de quelque chose, elle souffre, et ça j'entends bien. On a envie que ça s'arrête. On a envie que ça s'arrête, et puis en même temps, il y a une partie de nous, et ça on le découvre souvent quand on fait une thérapie.
vraiment au long cours, qu'il y a une partie de nous aussi qui a du mal à lâcher. Qui a du mal à lâcher parce que dans le cas où on a été notamment souffre-douleur, peut-être que à un moment donné, à une époque de votre vie, ça vous a permis de tenir dans des conditions de vie qui étaient psychiquement invivables. Oui, je pense que, par exemple, pendant l'enfance, on était obligés d'avoir ce profil un peu, mes frères et sœurs et moi. Et en fait, je suis la seule qui s'en soit sortie. Donc, j'ai dû adopter la bonne attitude, je suppose. Mais, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que ça a été peut-être l'attitude qui était à ce moment-là nécessaire pour votre survie. Oui. Parce que quand vous dites que vous êtes la seule à vous en être sortie, qu'est-il arrivé à vos frères et sœurs ? Moi, j'ai une sœur qui s'est pendue à l'âge de 36 ans alors qu'elle avait un bébé. J'ai une autre sœur, des sœurs plus jeunes, une autre sœur, qui a fait 9 ans de psychanalyse et qui a avalé régulièrement des cachets et qui a toujours été hyper dépressive. Et j'ai un frère, qui prend des cachets aussi. Ils vont pas bien tous. Les 4 enfants, vous voyez, c'est. Oui, ils ne vont pas bien. Peut-être que, comme vous dites, j'ai été obligée dans ma famille d'adopter cette attitude de tout accepter de ma mère, d'accepter d'être exclue, d'accepter d'être le souffre-douleur. Mais en fait, vous voyez, c'est moi qui m'en suis le mieux sortie malgré ça, de mes frères et sœurs. Oui, j'entends ce que vous me dites. Mais peut-être que finalement, vous savez, dans les relations qui sont comme ça, très 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 difficiles, des situations d'humiliation, c'est apprendre à finalement à presque trouver, à tirer une forme de satisfaction, y compris dans l'humiliation. Ça peut être une façon d'y survivre à un moment donné. On s'accroche à ce qu'on a. Ça fait penser, je sais pas si vous avez entendu le témoignage hier en toute fin d'émission de cette auditrice qui nous appelait, j'ai plus son prénom en tête mais ça va me revenir, qui nous parlait de son mari qui se débattait dans des problèmes d'alcool. Non, je n'ai pas entendu. Et qui était dans quelque chose de très éprouvant, dans la mesure où cet homme, son mari, se détruisait. Et cette relation aussi la détruisait, mais elle disait que de toute façon, sa vie avait commencé par un abandon, elle avait été une enfant abandonnée, elle parlait de souffrances bien plus anciennes, et il y avait quelque chose qui se répétait d'un scénario infernal, et c'est vrai que, comme vous, on se pose les questions, c'est déjà une façon de sortir, de trouver une issue, de sortir de cette toile d'araignée. D'accord. Et dernière chose que je veux vous dire, parce que je ne veux pas monopoliser l'antenne à ce sujet, c'est que j'essaye peut-être trop de comprendre les gens qui me font du mal. Parce que, vous voyez, mon mari qui m'a fait des grosses violences pendant 10 ans, je lui ai trouvé, je l'ai amené chez 2 psychiatres différents, alors que j'avais 3 très jeunes enfants. Le premier psychiatre, il l'a insulté, j'en ai cherché un autre. Enfin, je me suis décarcassée, et dans d'autres cas, après mon divorce, des gens m'ont dit, à la suite d'agressions, porte plainte, tout ça. Et moi, j'essayais toujours de comprendre mes agresseurs. Et je crois qu'il faut que j'arrête avec ça, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que, en premier lieu, vous avez dû chercher à comprendre votre mère. Peut-être. C'est peut-être ce qui vous a permis aussi, pour survivre, à ce désamour, à cette relation qui manquait de l'essentiel, à ce rejet. Essayer de donner du sens à ce qui n'en avait pas. C'est-à-dire, finalement, avoir un contrôle sur quelque chose, sur une situation qui vous échappait. Oui, c'est vrai, tout ça. Et donc, là aussi, c'est votre façon, à vous, de comprendre, de vous, presque d'être en empathie. Oui, avec ceux qui vont être vos bourreaux, entre guillemets. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Au lieu, finalement, de développer de l'empathie pour vous-même. C'est-à-dire vous dire que vous êtes quelqu'un dans la société, vous êtes quelqu'un, que votre existence, votre vie est précieuse,
et que personne n'a le droit de vous détruire, de vous faire du mal. Oui, ça, il faut que j'arrive à ça et cesser de toujours comprendre des gens finalement où il n'y a rien à comprendre quelquefois. Parce que la violence pure et dure, souvent, d'accord, on dit que les bourreaux, c'est des anciennes victimes, mais les victimes, c'est aussi des victimes, quoi. Donc, faut pas être trop gentil violence, non plus. Non, il s'agit pas d'être trop gentil, il s'agit pas d'être dans une complaisance et de subir, comme vous dites, c'est ça, vous voulez quitter cette place. Oui. De subir. Mais la violence, elle tombe jamais du ciel. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire par là que vous avez raison quand vous dites souvent les anciennes victimes peuvent à leur tour devenir bourreaux. Ce qui ne veut pas dire que toutes les anciennes victimes deviennent bourreaux. Vous voyez, il y a une nuance très importante à faire. C'est comme quand on retrouve chez les pédophiles, la grande majorité, ont été abusés. Dans leur enfance eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes, tous les enfants qui ont été abusés vont devenir des agresseurs. Vous voyez, souvent on fait trop le parallèle. Mais la violence, quand vous dites comprendre ce qui n'a pas de sens, elle a toujours du sens. C'est-à-dire qu'à un moment, elle vient à la place, effectivement, de paroles, de choses qui n'ont pas pu être dites. Elle vient exprimer quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de la justifier. Mais elle a un sens dans une histoire donnée. Même la violence, quand on parle des délinquants et autres, on ne devient pas délinquant non plus comme ça par hasard. Oui, mais alors comment ? Parce que moi, j'ai toujours réagi par la non-violence. Mais la non-violence, quelquefois, les autres, les violents, ils en rajoutent une louche. Oui, bien sûr. Ils croient qu'on est faible, alors que ça demande beaucoup de force, d'être non-violent face à la violence. Et là, vous touchez un point essentiel. C'est-à-dire que il faut comprendre, même si c'est paradoxal, que quand on est souffre-douleur, on est un peu le maître du jeu. Comme vous dites, ça demande beaucoup de force de résister. Et on est souvent souffre-douleur parce que sans le savoir, on donne son pouvoir au bourreau, en acceptant inconsciemment, mais d'être sa victime. Et comment il faut faire alors ? Il faut refuser de ça. Comme ce que vous êtes essayé en train de dire. Alors, il suffit pas de vouloir pour pouvoir. C'est pas la méthode Coué. Il suffit pas de se regarder dans la glace et dire aujourd'hui c'est fini. Parce qu'on est rattrapé, parce qu'on est rattrapé par son inconscient, on est rattrapé par son histoire. Mais à partir du moment où, comme vous êtes en train de le faire, et c'est pour ça que vous êtes vraiment sur le chemin là déjà de quelque chose qui s'ouvre, qui peut être différent. Merci. Oui, je le crois sincèrement à travers les questions que vous vous posez. C'est-à-dire que quand vous dites que vous avez déjà vécu des situations semblables, et la première des relations, celle que vous avez eue, ce lien avec votre mère. C'est-à-dire que derrière, finalement, ceux qui vous ont violenté par la suite, vous retrouvez quelque chose d'une violence qui vous a été faite très tôt dans ce lien-là. Familière, quelque part. Oui. Donc, même si elle était plus psychologique que physique par ma mère. Oui, mais c'est un contexte, vous savez, dans le psychisme, on fait pas tant la différence. La violence psychologique, et surtout quand elle est exercée par un des parents, donc qui a tout pouvoir sur l'enfant, et l'enfant qui a tellement envie, qui a besoin de se faire aimer. Petit, c'est une condition nécessaire à notre survie. Oui, moi, la plus grande partie de ma vie, j'ai essayé de gagner l'affection de ma mère, même après être mariée et tout. Mais oui. Donc après, si vous voulez, toutes ces figures que vous rencontrez, c'est malgré vous, vous rejouez une situation qui est bien connue. Voilà, d'accord. Donc ça demande l'énergie que vous mettez à résister, la mettre à votre service autrement, en occupant une autre place. Et en vous appuyant effectivement sur l'aide d'un tiers, d'un thérapeute. D'accord. Pas en avalant des médicaments. Les médicaments vont pas changer la situation. Mais en parlant, parce que vous avez vous savez le faire. En vous interrogeant, comme vous l'avez fait, en essayant de comprendre, mais en essayant de comprendre, votre histoire.
D'accord. Écoutez, vous m'éclairez bien, Caroline. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez, je reçois un mail de Lou qui dit la place de souffre-douleur, c'est une place. Et quand on est petit, quand on a un petit enfant, dit Lou, le pire est de n'occuper aucune place. Oui. Et c'est très juste. C'est-à-dire que ça peut être sa façon, c'est ce que je vous disais autrement, mais Lou le résume magnifiquement bien, de survivre à ce qui psychiquement aurait pu nous tuer. Et alors après, on continue la même chose, enfin inconsciemment, voilà, ça continue. C'est-à-dire quoi. que c'est une... où il y a des ça gens continue. Qui vous repèrent, alors, comme étant, vous, c'est ça, vous dites, ils ont le flair, ils me repèrent. Oui, et c'est vrai, vous avez raison, certainement. Et vous aussi, enfin, il y a quelque chose d'un duo infernal qui se met en place. Oui, tout à fait. Parce que je vois, par exemple, mon mari, je suis sûre qu'il m'avait... je veux dire, bon, il m'aimait certainement, même s'il me violentait, mais je suis sûre qu'il m'avait choisi parce qu'il savait que, voilà, il pourrait faire un peu ce qu'il voulait avec moi. Il n'aurait pas choisi, par exemple, ma mère, parce qu'ils étaient à peu près pareils et ils ne pouvaient pas se voir, sauf quand ils s'entendaient pour se passer les enfants au-dessus de ma tête, quoi. Mais voilà, il avait choisi un profil bien défini, quoi. Oui. Et vous aussi, d'une certaine façon, avec lui, vous retrouviez en lui, c'est ce que vous me dites, et c'est en ça que vous faites très bien, vous analysez bien les choses, vous retrouvez en lui l'image aussi de votre mère, de cette relation que vous aviez vécue avec elle. D'accord. Bon, ben donc voilà, je pense que vous avez vraiment... Oui, il faut trouver quelqu'un maintenant... Marie-Hélène qui arrive à changer ça en parlant, et c'est possible. C'est possible, mais j'en suis intimement convaincue, bien sûr, oui. Surtout que vous avez les moyens d'élaborer. Mais c'est vrai que par rapport à ce que je vous disais un peu au début, de façon un peu abrupte, que le thérapeute ne va pas vous dire la faille est là, et c'est vous qui allez parler, et lui va vous renvoyer certaines choses de votre histoire, et petit à petit, vous allez quitter cette place-là. Voilà, parce que j'en veux plus de cette place. C'est très bien, c'est un début. C'est un début. Le changement, il ne peut venir que de là. Qu'à un moment, au fond, cette place-là ne vous satisfait plus. Bon, écoutez, franchement, je vous remercie de votre éclairage. Quelques messages. Il y a Flo, en tout cas, qui trouve que vous êtes courageuse et intelligente et qui vous dit vraiment, elle espère que vous allez prendre soin de vous. Et puis Ninon qui dit, une victime ne devrait pas s'interroger sur la motivation de son bourreau, elle doit se concentrer sur sa propre motivation. Oui, mais si le bourreau, entre guillemets, est quelqu'un de très proche et un parent, ça peut être une façon de survivre aussi, d'essayer de donner du sens à ce qui apparemment n'en a pas. Mais à un moment, faut couper, quoi. Oui, il faut vous recentrer sur vous, comme le dit aussi beaucoup d'auditeurs, là. Vous voyez, partir de votre histoire. Et c'est ce que dit Nathalie aussi, il y a souvent une force immense, un pouvoir dans cette détresse auquel nous sommes attachés pour survivre au prix de la douleur. C'est-à-dire qu'on a du mal à exister autrement que dans la douleur, qu'à travers la douleur. D'accord. C'est là où c'est complexe. C'est-à-dire que ce qui nous fait mal, on peut y être attaché aussi. D'accord. Mais vous allez y arriver en vous donnant le temps de... Déjà, comme vous dites, en disant qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez plus et en travaillant là-dessus. Ça, c'est sûr. Bonne chance. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir, Marie-Hélène. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, vous le savez, entre 23h et 1h tous les soirs, vous pouvez composer le 39 21 si vous avez envie de me parler de vous, s'il y a quelque chose qui vous pèse un peu, qui fait que vous avez le cœur gros, n'hésitez pas, on est là, tout à vos côtés. Vous appelez 39 21 et on se parle, et puis vous aurez aussi les réactions de soutien de tous ceux qui sont à l'écoute. Et je voulais vous remercier pour tous ces brins de muguet que nous recevons à travers vos mails, vos SMS. Vous dites, y a Claude qui dit, allez, pour vous mettre un peu de baume au cœur, puisqu'il pleuvait à Paris, moi je vous envoie un peu du soleil d'Antibes.
et des brins de muguet virtuels. Également Mire Soleil qui nous envoie plein de brins de muguet et beaucoup de bonheur à partager avec tous les auditeurs et toute l'équipe de la Libre Antenne. Et puis aussi quelqu'un là, c'est pas signé, mais il dit, je peux vous dire que dans le sud de la France, il y avait quelques rayons de soleil aussi, donc je vous les envoie à tous ceux qui en manquent actuellement pour vous réchauffer un peu le cœur. Merci à vous tous, c'est adorable. Allez, on accueille maintenant, je crois, Rosemary est avec nous. Bonsoir Rosemary. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'écoute pratiquement tous les soirs votre émission. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, j'ai réfléchi, j'ai dit je vais demander Caroline si on pouvait. J'ai un grave chagrin et en même temps un grave problème. J'ai une fille de 45 ans. Elle habite dans le sud de la France. Moi, je suis en région parisienne et je pouvais pas me déplacer. Bon, elle était diagnostiquée il y a 20 ans, après de longues années, et malheureusement, elle était, après l'accident de voiture de mon mari, de son père, donc, dans la drogue. Elle s'est droguée très longtemps, et après, bon, on ne savait pas très bien, mais elle a elle était diagnostiquée après 10 ans à peu près bipolaire et psychotique. Alors, c'était assez difficile, mais bon, elle était à plusieurs reprises ici en région parisienne. Elle était internée en psychiatrie. Elle est sortie avec un traitement et bon, elle était stabilisée. Dans la ville où elle s'est, depuis 16 ans, elle s'est fixée après une post-cure. Elle a fait une connaissance d'un jeune homme, elle a 2 enfants avec lui, et ils se sont fixés dans une ville dans le sud, et de temps en temps, assez régulièrement. Bon, ça allait, ils ont 2 enfants, mais c'était bancal quand même. Elle avait un comportement pas tout à fait adapté. Le père, au bout d'1 an et demi, il est parti, et il y avait après une bataille pour la garde de la grande. Elle a 2 enfants, 9 ans et 16 ans. Bon, depuis 2 ans, la grande, elle est partie dans la même ville, chez son père, et la petite il y avait la garde, alternée. Maintenant, ma fille, pour maintenant venir à ce que je... Oui, ce qui vous préoccupe. Voilà. Maintenant, j'essaie, elle est depuis 2 mois, vraiment en psychose. Elle a arrêté son traitement. Elle était 4 fois dans cette ville internée. On la connaît très très bien en psychiatrie là-bas. Oui. Et maintenant, elle est en psychose. Elle est barricadée littéralement chez elle. Elle ne répond à aucun appel. Elle n'a plus contacté ses enfants chez le père. C'est votre gendre qui vous dit qu'elle est barricadée chez elle, vous avez des nouvelles par votre gendre? Oui, je peux vous dire parce que j'ai téléphoné à une personne en bas qui a un atelier qui barricadée. Bon, elle doit sortir pour chercher un peu à manger, mais elle répond à rien. Elle n'a pas, j'ai su savoir à qui elle paye son loyer. Elle n'a pas payé le loyer, c'est ne pas arriver 16 ans avec l'aide d'une aide à domicile. Oui. Les papiers, elle avait beaucoup de mal, mais ils ont toujours arrivé. La première chose, je paye mon loyer, il me faut un toit, et elle avait la garde alternée aussi. Donc, ça a été. Maintenant, depuis 4 mois, elle ne paye plus son loyer. Elle ne me répond pas au téléphone, mais elle répond à personne, pas à quelqu'un. Je ne peux même pas savoir comment elle va. Elle m'a téléphoné 2 fois elle parlait d'une façon incohérente. Et oui, vous sentez qu'elle va mal, qu'elle est dans une rechute sévère. Elle est dans une rechute, voilà. Et maintenant, je n'arrive pas à la faire hospitaliser. Je connais, malheureusement, je dois dire, mais je connais, il y a 2, vous connaissez certainement, 2 possibilités. Une fois par le préfet, c'est-à-dire un classement non consenti. Classement d'office. Par le préfet. Oui. Ou à la demande d'un tiers. C'est-à-dire voilà, ou d'un tiers. Une fois, c'était moi. Il y a 5 ans. Oui. Il est
5 ans et 1 an, elle était internée. Il y a 5 ans, ou c'était il y a 1 an, j'ai envoyé un fax, j'ai téléphoné à la psychiatrie, là, ils ont dit, on va envoyer un SAMU, mais envoyez-nous un fax, mais il faut que vous venez. Moi, je me suis jetée là, le premier train, et je suis allée, c'est 900 kilomètres de chez moi, mais bon, je l'ai faite. Maintenant, je suis un peu malade, j'ai un quadruple pontage, je suis ici, elle ne répond pas, seulement une seule fois avec une voix. Paraît-il, j'ai entendu par cette voisin qui vient de temps en temps dans son atelier, mais pas régulièrement, une voisine a cherché la police, elle s'est cachée ou elle a attendu avec un couteau. Ils ont appelé la police et quand la police est venue, ma fille était partie. Bon, enfin, en tout cas, elle va très mal en ce moment, elle décompense, il faut vraiment faire quelque chose. Et vous savez, pardonnez-moi de vous interrompre, Rosemarie, mais l'hôpital, donc elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre contact avec l'hôpital, avec le psychiatre. Je l'ai fait. Oui. On me dit, on me rappelle pas. Il faut deux certificats médicaux. Comment ? 2 certificats médicaux. Oui, voilà. Un extérieur même, disons, on téléphone au SAMU. Mais ça peut être le médecin généraliste, oui, ça peut être quelqu'un du SAMU, ça peut être... Voilà. Il refuse de venir. Non, là, je comprends pas. Il a autre chose à faire. Il y a une... Oui, mais c'est pas normal, ça. Enfin, pourquoi il refuse. Il faut changer, il faut demander à un autre médecin. Il y a d'autres médecins à ce moment-là. Je connais pas des médecins, mais je peux peut-être regarder dans le bottin. Oui, je comprends, c'est compliqué parce que vous êtes loin. À l'hôpital, donc, est-ce que ils vous ont pas donné les coordonnées d'un psychiatre ? Ça peut être. Il faut 2 certificats de médecin qui se déplacent. Dans le SAMU, il y a un médecin. Oui, il y a un médecin qui peut intervenir. Oui. Et il faut un de l'extérieur. Il est venu une femme, un docteur femme, avec son assistante sociale. J'ai pu trouver, parce que moi je n'étais pas très au courant des noms et tout ça, mais je l'ai trouvé. La semaine dernière, elle était là avec le père des enfants, avec les clés. Et il n'y avait pas de médecin. Donc, on ne pouvait pas faire. Elle a téléphoné à une association PMI, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. PMI, c'est la protection maternelle infantile. Exactement, donc, ils sont grands, les enfants, je ne vois pas le rapport. Oui. Et elle a demandé si le médecin ne peut pas venir parce qu'il faut que le médecin la voie aussi, la voie. Alors elle est venue, elle a parlé avec elle, le père des enfants et l'assistante sociale m'ont dit, ils étaient à côté. Elle avait un aspect, elle était très sale, très négligée, dans un état épouvantable. Bon, et pourquoi elle n'a pas été hospitalisée ? Pourquoi elle n'a pas été hospitalisée là ? Elle a dit non, c'est pas la peine. Elle m'a parlé de. Mais qui vous a dit que c'était pas la peine ? Le médecin ? Le médecin, la femme, le médecin. Oui, mais c'est assez. Non, je vais pas je ne peux pas. Mais oui, mais enfin là, il y a quand même un sacré. Enfin, vu le tableau que vous décrivez, il y a quand même, il y a un souci. C'est-à-dire qu'elle se laisse aller complètement. Enfin, bon. Elle n'ouvre plus son courrier, Caroline. Oui, alors on fait pas hospitaliser quelqu'un simplement parce que la personne n'ouvre plus son courrier, mais il y a tout un ensemble de choses qui sont préoccupantes, d'autant qu'elle a déjà été hospitalisée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, j'ai entendu, mais dans le service où elle a été hospitalisée, qu'est-ce qu'on vous dit quand est-ce que vous avez dit voilà, je me heurte au fait qu'il y a des médecins généralistes qui ne veulent pas se déplacer et que le médecin qui s'est déplacé dit que non, il ne voulait pas faire de certificat pour l'hospitaliser. Or, ils la connaissent. On m'a pas rappelé. Il faut les rappeler. Parce que je pense que c'est peut-être Oui. Alors, vous savez, oui, malheureusement, ils sont peut-être un peu débordés. Et c'est d'autant plus compliqué pour vous que vous êtes loin. Vous êtes éloigné. Mais persévérez, ne vous découragez pas. Parce que dans le service, ils ont un dossier. Je pense qu'ils sont les
ils connaissent votre fille. Je pense qu'ils sont les plus à même pour vous renseigner. Vous leur expliquez bien que vous vous sentez très démunis dans la mesure où vous êtes loin. Vous avez déjà vous une santé précaire, même si vous avez, on sent beaucoup d'énergie et que vous avez envie de faire quelque chose pour votre fille. Que les médecins généralistes ne veulent pas se déplacer et qu'il y a un médecin qui l'a vue et qui, bien que vous disant qu'elle était dans un état très dégradé, sale et autres, a jugé que non, une hospitalisation n'était pas nécessaire. Donc vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes très inquiète. C'est ce que j'ai fait. Ils donnent, on va le docteur Intel, le nom de son psychiatre qui la connaît parfaitement, va vous rappeler. Il m'a jamais rappelé. Oui, mais malheureusement, si vous voulez, peut-être que est-ce que ça a été transmis ou pas bien, ou peut-être que ce médecin est passé à ce moment-là, mais en plus et qu'il n'a oublié de vous rappeler. Enfin, vous savez, ils peuvent être un peu débordés. Excusez-moi, Caroline, je vous ai interrompu. Ce qui est arrivé il y a justement 1 an et demi, où elle était aussi assez près. Après, elle a repris son traitement. Mais là, elle a déliré au téléphone avec moi. J'ai téléphoné. C'était plus facile. J'ai téléphoné à d'ici à une psychiatrie, SOS psychiatrie. J'avais un psychiatre au téléphone qui a installé, qui m'a écouté. Elle a dit, je la connais pas, mais je vais lui téléphoner. Donnez-moi son numéro de téléphone. Voilà, enfin quelqu'un, qui agit. Non, il a dit, je vais écouter ce qu'elle dit. Alors, j'ai téléphoné ma fille, elle a fait un délire. Elle était dans un état délirant, peu importe, voilà, oui. Et il écoutait, mystique un peu, elle était dans une grande... elle avait sa petite fille de 4 ans avec elle. Elle était même tout d'un coup... oui, mais ça c'était auparavant. Rosemary, on va pas revenir sur ce qui s'est passé avant. L'important c'est de savoir comment intervenir aujourd'hui. SOS Psychiatrie, pardonnez-moi de vous interrompre. SOS Psychiatrie, ils font du très bon travail, puisqu'effectivement c'est comme SOS médecin, mais c'est un psychiatre qui se déplace et ils sont formidables parce qu'effectivement dans des personnes qui sont dans des états de grande souffrance psychique. Mais vous savez ce qu'il a fait, ce médecin, le psychiatre qui fait un très très bon... Oui, la plupart, certainement, je dirais même 9 sur 10, je ne sais pas, mais il a dit devant ma fille, sans me dire raccrocher ou quoi, ma fille ne savait pas que j'écoutais. Oui, j'ai compris, on arrive tout de suite avec le SAMU. Ils sont venus, je dis, oh là 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 là, j'ai raccroché, c'était en hiver, 2h30, ils ont cherché dans toute la ville. Elle a tout de suite quitté l'appartement avec une petite veste, avec sa fille de 4 ans. Elle a erré dans la ville. On a cherché la police 2 heures. Et là, elle était tout de suite hospitalisée. On va pas. Voilà. Alors, écoutez, Rosemary, on va pas revenir. Ça montre qu'il y a des possibilités, évidemment. Peut-être que, comme vous avez contact avec le voisin qui est en bas. Non, j'ai pas de contact. Je peux pas le déranger tout le temps. Non, vous ne pouvez pas le déranger tout le temps, certes, mais vous pouvez. Lui peut vous indiquer si elle est là ou pas. Et vraiment, franchement, Rosemary, moi, je vois là ce qu'il est important de faire, c'est de rappeler l'hôpital en disant j'ai vraiment besoin de contacter le docteur, donc le psychiatre qui suit votre fille, et à ce moment-là demandez-leur, dire à quel moment puis-je appeler de façon à ne pas trop déranger ces consultations, à quel moment puis-je avoir un petit créneau téléphonique, posez carrément la question quand vous avez au standard la secrétaire du service, vous dites j'ai déjà appelé à 2 reprises, j'imagine qu'il est très occupé, mais à quelle heure, à quel créneau horaire je peux avoir pour lui parler de ma fille qui me préoccupe beaucoup. Voilà. Et là, vous allez on va vous donner un moment, vous allez pouvoir lui parler. Et ce médecin, en fonction de ce que vous allez lui dire, de vos inquiétudes, va vous donner les indications à suivre. Ils peuvent, envoyer quelqu'un, ou lui se mettre en rapport avec un confrère. Hein. D'accord ? Je crois qu'ils veulent plus dépenser de l'argent. Ils ont peut-être des restrictions qu'il faut faire. Oui, certes. La psychiatrie, effectivement, le budget de la psychiatrie se réduit, c'est une peau de chagrin. Pour autant, on ne laisse pas
malgré tout des personnes qui vont très mal, qui sont en très grande souffrance. À partir du moment où les proches alertent, on peut prévoir une hospitalisation. Donc ne vous découragez pas, je comprends que ça soit vraiment pénible pour vous parce que vous êtes loin et c'est d'autant plus difficile d'intervenir. Rappelez le service hospitalier et demandez à parler à ce médecin. Bon courage. C'est la seule chose qui me Oui. Bon, Ne baissez pas les bras. Beaucoup, hein. Bon courage, Rosemary. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Et demain, effectivement, nous serons là en direct à partir de 23h, puisque Sophie, exceptionnellement, ne sera pas là demain. Vous la retrouverez le week-end prochain. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Madame Dublanche. Bonsoir. Bien, donc pour comprendre un peu ce que je disais à la personne qui m'a accueilli, Oui. Je vous appelle pour avoir un petit peu votre avis. Oui. Je suis une personne qui s'est un petit peu reconnue, mais toute proportion gardée, dans l'intervention de la dame qui a eu lieu avant le flash des informations. De Marie-Hélène qui se demandait pourquoi elle se retrouvait toujours dans une situation de souffre-douleur, toujours dans des situations où elle subissait de la violence. Ouais, c'est alors ça moi je dirais pas oui, c'est ça, c'est cette personne. Moi je dirais pas souffre-douleur, mais côté je m'oublie pour m'occuper des autres et après je sais plus où je suis, moi, une fois que les autres ont plus besoin de moi. Oui, c'est récent. Mais je précisais que en fait il y a une chose dont je n'arrive pas à me débarrasser. Oui. Je pense que ce sont des angoisses au niveau de la gorge, donc une somatisation, hein, et qui est apparue quand j'ai su que j'avais de père. Il y a 20 ans. Et figurez-vous que ça me prenait quasiment toute la gorge, enfin, des deux côtés. Et donc j'ai quand même fait, après plusieurs années, une partie de psychanalyse un peu pendant 2-3 ans. Ça m'a aidé. Mais j'ai jamais complètement réussi à m'en débarrasser. C'est là-dessus que ça a chopé avec le psychanalyste. Un jour, je lui ai dit, mais écoutez, moi, au bout d'un moment, il me disait, mais ça va, vous n'avez pas de problème, en fait. Et je dis, ben si, moi, j'ai toujours ce problème-là. C'est récurrent. Parfois j'ai une douleur, parfois j'en ai pas. Ça se traduit par une douleur. Ça se traduit. Une douleur, une somatisation. Au niveau de la gorge. Ouais, côté gauche maintenant uniquement. Et donc en fait, et là, ce que j'expliquais, c'est que moi, mon fils a 20 ans, il est pas vraiment indépendant parce qu'il fait des études, mais il est très brillant. Donc je pourrais reprendre une forme de liberté parce que sans rentrer dans les détails, il a fallu que je revienne de l'étranger pour l'élever, tout ça, vous voyez. Donc en fait, je suis 20 ans dans une situation de vie qui, en fonction de lui, pas en fonction complètement de moi. Oui. Voilà. Et donc, vous voulez dire que ça a commencé, ces douleurs au niveau de la gorge de chaque côté ont commencé quand vous avez su que vous alliez être père, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que vous aviez un peu les boules quand même là, au niveau de la gorge. Mais oui, mais c'était. On dit familièrement, hein. Oui, parce que en fait, pour être précis, moi j'avais un désir d'enfant, c'était pas. D'un point de vue rationnel, c'était pas jouable. Oui. D'un point de vue économique, tout ça. Et puis, en fait, je pensais que ça pouvait venir dans les années qui venaient. J'étais en train de partir à l'étranger, de m'installer. Puis c'est arrivé avec une personne avec qui c'était pas prévu. Voilà. Mais bon. Mais voilà, j'avais les boules. Voilà. Mais alors, le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je pense que mon boulot de père a été assez bien fait. En toute modestie. Hein. Il y a peut-être des erreurs, on verra plus tard. Disons que sur le papier, j'ai pas trop à m'inquiéter, quoi. J'ai un enfant qui est brillant à l'école, qui est assez équilibré. Et cette angoisse, je parlerai pas complètement de douleur. Hein. Ça va pas jusqu'à la douleur insupportable. C'est une espèce de présence permanente. Mais par exemple, là, ça fait 5 minutes que je vous parle, c'est parti. Il y a des moments où ça part, c'est complètement irrationnel. J'ai jamais réussi à déterminer. Mais c'est important, ça veut dire, voilà, ça pouvait provoquer ça plus ou moins fort. Oui, vous voyez. Mais ça voudrait dire qu'effectivement, vous avez dû faire des analyses, j'imagine, des examens complémentaires, qui n'ont rien donné. Non, je me suis jamais occupé de faire des analyses. Ah non, vous vous êtes dit d'emblée que c'était effectivement un problème. Une traduction de votre mal-être, de vos angoisses, de vos difficultés. Oui. Si vous voulez, moi je me le suis pas dit d'emblée, mais tout début où j'ai senti que c'était de plus en plus fort, à la naissance de l'enfant, pour moi je reliais pas ça à de l'angoisse. J'ai un magnétiseur qui m'a magnétisé plusieurs fois et ça m'a fait du bien.
ça provoquait des grandes crises de larmes, des choses comme ça après, vous voyez, pendant 2-3 jours. Et alors, c'était cher, donc moi j'avais très peu de moyens, j'ai pas pu continuer avec cette personne. Et puis plusieurs années, et puis j'ai vécu avec ça, je veux dire, c'était pas permanent. Hein. Et puis, je sais pas, 8, 9, 10 ans après, j'ai entrepris une psychanalyse. Et j'ai eu à peu près ce même phénomène, ça m'a bien dégagé en partie, vous voyez. C'est-à-dire que c'était pas tout le temps permanent. Oui. Et depuis la psychanalyse, c'était la même chose. J'avais des entretiens psychanalytiques et je rentrais chez moi, et parfois en sortant, très rarement devant le psychanalyste, mais surtout en sortant, ou les 2-3 jours après, j'avais des grosses crises de larmes, ça allait jusqu'à la... Comment je peux dire enfin bon, voilà, oui, il y a des choses qui se libéraient. Oui, effectivement, et les larmes, ça peut être très libérateur, oui. Voilà, et j'ai remarqué que, évidemment, c'est dans le cerveau que ça se passait, toutes ces libérations, mais que ça me libérait le côté droit de la gorge également. Oui, il y avait plus ce nœud dans la gorge. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai une espèce de nœud... La gorge nouée, hein, on dit, oui. Et d'ailleurs, voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel de la psychologie, là, parce que... moi, ça m'a étonné. Non, mais oui, c'est étonnant de voir à quel point la souffrance, le mental, finalement, ce qui ne peut pas s'exprimer, ce qui nous fait souffrir, peut se traduire, peut se répercuter dans le corps par des symptômes qui existent réellement. C'est-à-dire que on ressent une gêne, vous avez ce nœud dans la gorge, où ça peut se situer, enfin tous les organes finalement peuvent être source comme ça d'expression. Ce qui n'arrive pas à se dire, ce qui ne peut pas se dire avec des mots, va trouver un autre langage. Le corps est langage. Hein. Ouais. Et alors la localisation de la gorge pour vous? Vous le dites vous-même, c'est-à-dire que après la gorge, il y a quelque chose qui effectivement ne passe pas. Ne passe pas, et vous liez au fait de devenir père. Ce qui interroge, c'est que c'est quelque chose qui peut-être va même au-delà de ça. C'est-à-dire c'est quelque chose autour de être un père. Alors effectivement, devenir un père pour votre fils, mais au fond, vous vous êtes bien acquitté de cette tâche, vous dire que votre fils va bien. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous renvoie aussi à votre histoire, vous, au père, la relation que vous avez eue, vous, enfant, avec votre père. Oui, tout à fait, parce que en fait, vous le dites très bien. Je pense que le fait d'être père n'a été qu'un révélateur d'angoisse, quoi. Oui. Vous savez, moi, je me reconnaissais un petit peu dans la dame. J'ai eu une sœur qui a fait des tentatives de suicide, des choses comme ça. J'ai pas elle s'est pas tuée. C'était pas des tentatives complètement sérieuses, vous voyez. Mais il y a un truc comme ça dans la famille qui est pas terrible, quoi. Vous voyez. Et pendant longtemps, enfin voilà. Alors bon, d'accord, mais moi j'ai un petit peu buté sur tout ça en psychanalyse, vous voyez. Buté, en même temps, vous dites que, comme là, quand vous parliez, finalement, quand vous pouvez parler, c'est comme si cette tension que vous avez au niveau de la gorge, quelque chose qui peut pas se dire, qui a du mal à sortir, qui vous reste en travers de la gorge. Il y a plein d'expressions pour définir. Mais à ce moment-là, il y a une pression, il y a une tension qui se relâche. De la même façon que vous me parlez de ces crises de larmes. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'exprime, qui sort. Et sur quoi pleurez-vous finalement? Quelles étaient les images qui étaient associées lorsque vous aviez ces crises de larmes? C'était pas forcément les mêmes, c'était dans la progression psychanalytique. Vous voyez ce que c'était en fonction des séances, en fonction de sur quoi vous travaillez. En fonction des thèmes qui avaient été abordés, il y a des images qui revenaient de l'enfance éventuellement. Mais elles étaient très productives, même si c'était éprouvant. Mais en même temps, ça veut dire qu'elles étaient très intenses, ces séances avec ce psychanalyste. C'était intense, on travaillait uniquement sur le rêve, donc c'était quand même directement sur l'inconscient. Oui. Mais voilà, au bout d'un moment, le psychanalyste s'est trouvé un peu démuni devant moi, enfin démuni entre guillemets, et puis moi j'ai senti que... Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il était démuni? Il vous l'a dit? À un moment donné, au tout début, il ne voulait pas me prendre. Hein. Oui, il vous a dit pourquoi? Il n'arriverait pas à aller jusqu'au bout, entre guillemets, donc il a été honnête là-dessus, moi j'ai insisté. C'est un homme, c'était un homme, oui. Ah oui, et puis alors exactement, tiens d'ailleurs c'est intéressant ce que vous dites, je me souviens qu'il m'avait dit que ça serait peut-être bien de terminer avec une femme. Mais j'ai jamais refait la démarche, moi c'était quelque chose qui me coûtait quand même pas mal d'argent. Oui.
ça m'a mis, je dirais pas sur la paille parce que je suis pas du genre à m'endetter pour ça. Mais disons que enfin voilà quoi, c'est dans un contexte où rien n'était remboursé, même si c'était efficace, vous voyez. Bon voilà. Donc voilà. à un moment, vous avez arrêté de vous-même. J'ai arrêté, oui, j'ai arrêté. Et les symptômes sont revenus, plus intensément. Non, ils sont pas revenus. J'avais toujours de temps en temps cette gorge qui était là. Mais côté gauche, il n'y en avait plus beaucoup. J'avais beau lui expliquer là-dessus, il n'était pas du tout réceptif, il comprenait pas, quoi. Enfin, il comprenait, mais... Si, mais c'était pas son... mais il s'attachait pas à ça. C'est-à-dire que lui, il n'était pas comme... il n'intervient pas comme le magnétiseur. Le symptôme, c'est un sens. Je confonds pas du tout entre... J'ai bien compris que vous ne... Mais si vous voulez, si vous lui parliez de votre symptôme, lui, ce symptôme n'est que la face immergée de l'iceberg. Il exprimait autre chose. Oui, tout à fait. Vous étiez aux prises avec un conflit, avec quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer autrement qu'avec ce que vous aviez au travers de la gorge. Lui, il était là pour que justement, en psychanalyse, on parle. Oui, c'est ça. Oui. On met des mots sur ce qui fait souffrir. Bon, vous avez arrêté, oui. J'ai plus du tout réussi à parler. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous appelez? C'est le fait d'avoir entendu ce soir Marie-Hélène qui vous a donné envie de... Ouais, c'est bizarre. Je sais pas, je voulais votre avis. J'écoute votre émission de temps en temps, et puis c'est Marie-Hélène qui m'a un petit peu. C'est ce côté prendre les choses sur soi, sur son dos, servir les autres, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'oublie un peu, quoi, dans l'histoire. Mais je sais pas, il y avait des choses chez Marie-Hélène qui étaient, vous voyez, excusez-moi. Hein. Oui, où on parlait avec elle quand même beaucoup d'une violence qui lui avait été faite. Moi, c'était bien au-delà d'un oubli. À la maison, moi, je me faisais taper par mon père, mais pas tout le temps non plus, mais c'était plus une violence autoritaire. Enfin, mon père était assez détraqué psychiquement, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu ça. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, finalement, avec une histoire malgré tout comme celle-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demeure par moments d'une angoisse, mais finalement, vous vous en êtes quand même bien sorti. Vous-même, vous avez pu être père, même si ça a été très angoissant pour vous. Vous avez pu tenir ce rôle. Je souffre en étant père, là, hein, je peux vous le dire. Vous savez, moi, mon idéal de paternité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez, même si le résultat me semble pas mauvais, mais enfin bon... Mais peut-être que vous aviez un idéal trop élevé. Ouais, enfin bon... Oui, enfin c'est comme ça, de toute façon c'est fait, hein, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Si, on peut revenir sur son histoire, revenir sur ce qui ne passe pas. Moi je pense de toute façon... Pour justement laisser chaque chose à sa place et... Ouais. Et laisser on peut retravailler sur un passé qui reste en travers de la gorge pour justement avancer. On refait pas l'histoire, mais on fait en sorte que cette histoire ne nous fasse plus souffrir. Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, ce serait mon but, quoi. Un peu comme la dame, en fait. Oui. Il est toujours possible de reprendre. Hein. Souffrir, là, il y a un point de non-retour. Oui, mais il est toujours possible d'aller parler, puisque visiblement, quand vous allez parler, y compris de votre symptôme et de ce qui vous fait mal, vous ressentez un mieux-être. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une voix qui peut se dire là. Il y a des personnes qui parfois n'ont pas cette faculté-là que vous avez. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'exprimer qu'à travers le corps. C'est leur corps qui fait langage. Mais qui n'ont pas la possibilité de mettre en mots. Tout reste dans une souffrance physique. Mais vous avez cette possibilité. Oui, pardon. Oui. Est-ce que ce genre d'angoisse-là, c'est ce qui peut générer le manque de communication, la solitude parce que moi, je suis capable de parler avec presque tout le monde dans la rue, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu de vrais amis, quoi, vous voyez. En 47 ans de vie, sauf peut-être un peu dans l'adolescence. Mais si je refais retour dans l'adolescence de mes amis d'adolescence, c'était que des gosses à problème, quoi, comme moi, quoi. Mais vous pensez pas que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est cet sentiment de très grande solitude et peut-être d'effroi que vous aviez par rapport à votre père, à sa violence, qui fait qu'aujourd'hui vous restez toujours dans cette solitude d'enfant, finalement, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas.
Ben oui, moi je pense que c'est ça, j'ai conscience de ça. C'est pas Le problème, l'angoisse c'est- qui vous éloigne des autres, c'est Oui, le d'accord. fait que dès le départ, ça a Ouais. été compliqué de faire confiance Oui, j'arrive pas à faire aux confiance, autres, de tout à fait. véritablement investir une relation, de Ouais. s'impliquer, de la faire durer dans la mesure où petit, les personnes en qui vous deviez vous accrocher pour vivre n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. Ben oui, c'est ça, mais le problème c'est que, oui, mais ça je peux pas le changer, quoi. Non, Vous comprenez, on il ne y a peut pas 47 ans, changer. quoi. Non, mais ce qu'on ne peut pas changer, c'est bien ce que vous C'est avez dur vu de quand ra- vous. Non, mais on ne peut pas changer. Effectivement, on ne refait pas son passé. On peut faire en sorte de le revisiter, d'en reparler. Alors c'est vrai que ça repasse par éprouver tout ce que l'on ressentait à ce moment-là, là, y compris le mal-être. Hein, quand vous dites ces crises de larmes après des séances qui avaient été particulièrement intenses. Mais c'est aussi pour permettre à ce passé de rester vraiment à sa place et qu'il ne nous encombre pas au quotidien, au point de nous gêner dans notre relation aux autres, dans nos amours, dans notre travail, dans notre vie sociale, où finalement on n'arrive pas à tordre le cou à ce passé. Oui, très bien de lui tordre le cou, effectivement. Ça libérerait peut-être le mien. Non. Non, mais il y a quelque chose effectivement d'un nœud qui reste là, qui peut se débloquer, que vous aviez commencé déjà à délier. Oui, mais je crois que je vais essayer de trouver quelqu'un, une femme, ça serait bien, certainement. Il pourrait y avoir un transfert par rapport à la mère, éventuel. Voilà. Bah, écoutez, Oui, je pense que c'est important de ne pas rester... Quand il y a quelque chose qui fait mal, physiquement, qui fait mal psychiquement, de ne pas rester comme ça avec une souffrance. Surtout que vous avez les moyens de pouvoir exprimer. Vous voyez, vous avez la capacité à pouvoir dire. D'accord. Tout le monde ne l'a Écoutez, pas. Je vous remercie, alors. Bon, alors, bon travail. Je souhaite une bonne soirée à tous les auditeurs. Merci Jean. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Jane m'envoie un petit mail pour me dire je me reconnais vraiment dans le cas de ce monsieur. J'ai depuis 2 ans, suite à une dispute idiote et une fâcherie, depuis un poids sur la poitrine qui est souvent soulagé par les crises de larmes. Je somatise beaucoup et tout au long de ma vie, j'ai eu de l'eczéma, des maux d'estomac et autres spasmes qui ont disparu au fil de ma vie. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit de les appliquer. Vous n'avez peut-être pas, vous, encore trouvé le pourquoi du comment. La gorge, c'est aussi là l'endroit d'où sortent les paroles. Peut-être avez-vous encore beaucoup de choses à dire. Cherchez encore et encore et essayez aussi les médecines douces qui peuvent être effectivement par rapport à cette douleur qu'on ressent un apaisement. C'est pas incompatible. Bonsoir Simone. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler justement de mon cas d'une personne très âgée. J'ai 84 ans, mais oui. Je n'en ai pas l'allure. Voilà, je ne me décris pas, mais vous avez gardé une bonne vitalité. Oui, je fais de la piscine, de la gymnastique, je couds, je brode, j'écris, je communique, et en même temps... Des gens qui n'ont pas la moitié de votre âge en font bien souvent bien moins que vous. Vous êtes très active. Je n'ai pas d'aide ménagère parce que je n'en veux pas, et je viens de perdre mon second mari qui a été pour moi l'homme en or, le cœur en or, je veux dire, parce que j'avais encore 2 enfants chez moi. Et il y a de cela maintenant, il est mort il y a quelques mois. Et j'ai la force de rester seule en la capitale. J'ai gardé mon appartement, j'ai obtenu une aide, je ne veux pas d'aide ménagère, j'ai des relations, des amis, entre autres une philosophe,
on va au musée comme on peut, avec une organisation bien faite. Et ce qui me revient toujours, c'est l'obsession que tout le monde va disparaître, mais tout à coup j'ai des envies de mort et de tristesse, malgré les 10 années de soins où je vais toutes les semaines chez mon psychiatre. Et pourquoi vous aviez commencé au départ? C'était parce que vous étiez en proie aux mêmes angoisses? Non, parce que je me suis trouvée, je n'ai pas toujours connu mon deuxième mari, avec qui j'étais mariée 33 ans. Je me suis trouvée seule. Mon premier mari était encore des cas alcoolisé. Oui. Et il a eu un accident mortel avec tous les torts de son côté. Et à l'époque, j'avais 5 enfants, l'aîné à 62 ans. Oui. Et j'ai dû faire face et avec peu de moyens. Moi, je ne travaillais pas, j'étais la femme au foyer. Oui. Donc, avec 5 enfants, oui, vous aviez fort à faire, hein. Oui, et puis ils ont fait tous, le plus jeune à 46 ans, ils sont grands-pères déjà, certains. Oui. Ils ont fait d'excellentes études, ils m'ont satisfait. Je vivais avec mon premier mari dans l'appartement avec les beaux-parents, parce que mon premier mari aimait son appartement et il voulait pas quitter sa mère. Et les habitudes qu'on avait en 1950-52, c'était pas la même façon de vivre. Non, bien sûr. Moi, je me suis débattue parce que je voulais les sortir tous de là, aussi bien musique que théâtre, de tous mes moyens. Et vous avez toujours investi beaucoup la vie intellectuelle, les arts. Entièrement. Ils ont d'ailleurs mon fils de 50 ans, il reprend son piano depuis, et Dieu sait s'il est pris. Et il a repris son piano, mais du piano érudit, parce que il prenait des leçons de piano de l'âge de 6 ans. Et c'est vous qui leur avez transmis ça, ce goût-là? Oui, mais comme on ne sait pas exactement, oui, j'aimais la musique, mais je ne pouvais pas, puisque moi je suis née en 30, et à l'époque ma mère a accouché en catimini, parce qu'à 17 ans on n'a pas un enfant comme ça, sa mère l'avait fichu dehors, voilà. Donc j'ai beaucoup souffert et je ne savais pas que c'était ma mère durant 7 ans. Je croyais que ma grand-mère c'était ma mère. Oh là là. Oui. Et qu'elle c'était ma sœur. Et vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez appris je l'ai appris par mon institutrice, parce qu'on a commencé à faire des bonnes fêtes des mamans. Pétain a commencé cela. Et oui. Alors je dis, je le donnerai à ma grand-mère. Et mon institutrice, très gentiment, parce que d'ailleurs elle l'écrit, j'étais une enfant surdouée, je travaillais à l'école alors qu'on ne s'occupait pas de moi. Mais moi, je m'occupais, je cherchais que le travail. Et elle m'a donc dit, tu donneras ça à ta grand-mère. Et c'est comme ça que le pot rose a été découvert. Mais et vous en avez parlé? Je n'ai pas voulu. Non. Mais vous avez pu en parler? C'est-à-dire, quand vous dites, ça veut dire que vous avez posé la question en rentrant ou pas? Non. Elle m'a évité. Ouais. Ma mère m'a évité toute sa vie. Et elle a été. Ça devait être aussi. Pas d'argent. Oui, et puis. Elle est morte tout à coup. Elle est morte brutalement. J'avais 10 ans, et c'était la guerre, l'occupation allemande. Ouais. Et on a été déportés au camp de Gurs parce que ma mère ne s'était pas fait réintégrer de 14-18 jusqu'en 40, c'est des gens qui ne s'étaient pas fait intégrer, pas par croyance pour le nazisme, c'était tout bêtement parce qu'ils étaient allemands avant, pendant 70 ans. Alors attendez, c'est-à-dire elle ne s'était pas fait intégrer, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'a pas été demandée la nationalité française. Elle était donc... Et alors moi, j'ai dû aller la demander parce que je me suis trouvée face à face avec mes examens.
que je devais passer. Et ma prof qui m'adorait, elle m'a dit « Allez, vite, demander la nationalité. » J'habitais... Mais votre mère était allemande ? Oui. Mais pourquoi vous avez été déportée ? Parce que Pétain, à l'époque, ça allait, ils allaient toujours coller. Bon, je sais pas, j'étais petite, on allait coller au commissariat, on avait nos trucs. Bon, ils s'étaient pas fait intégrer, je sais pas, mais pas par opinion nazie, rien du tout. C'était comme ça, la négligence, pas d'argent. Oui, je comprends ça, mais vous avez été déportée en quelle période ? Alors, il y a quelque chose. On a été déportés au camp de Gurs parce que Pétain voyait descendre l'armée allemande par les Ardennes et ça touchait Metz. En quelle année vous avez été déportée ? Le 1er mai, justement, c'est l'anniversaire là. Le 1er mai, ma mère, sans explication, sans rien. Je venais de perdre ma grand-mère, qui a toujours été sévère avec moi, mais elle a fait comme elle a pu. Elle m'a sorti d'un lieu où j'étais en nourrice, mais ils ne pouvaient pas le payer. Et l'auteur de mes jours, il était promis à un mariage de par sa religion. Je sais pas, alors ma mère, je sais pas si elle m'a écrit longtemps après, 60 ans après, que c'est des gens qui valaient rien, c'était des juifs, enfin voilà. Alors moi j'ai toujours... Et vous n'étiez pas, votre mère n'était pas juive ? Non. Non, c'est ça, parce que je me demande, il y a quelque chose qui me manque là dans l'histoire de pourquoi, en tant qu'Allemand, vous avez été déporté. Eh bien, parce que le Pétain avait peur des Allemands. Les Allemands, ils descendaient sur la France, et là, c'était oui, d'accord, la guerre, mais c'est pas... Enfin, puisqu'il a donné sa reddition. Donc, les Allemands nous ont remontés dans Metz. On était 1 mois et demi au camp de Gurs. Alors là, j'ai dû souffrir aussi. J'avais que 10 ans, je me rends pas compte. Puis ma mère ne m'expliquait rien. Elle vaquait par là, puis après elle avait... Et à ce moment-là, vous n'aviez plus votre grand-mère. Votre grand-mère décède brutalement. Vous vous retrouvez avec votre mère. Me prend pour sa petite bonne. Et je savais faire pas mal de choses qui m'ont beaucoup servi. Je suis habile à droite. Je me fais tout, je réalise. Ça a l'air d'être de la vantardise, mais j'ai dû le faire. Et j'avais des beaux-parents qui étaient français, mais qui ne parlaient que l'allemand dans Metz. Et malgré la cohabitation, moi, je m'occupais de mes enfants à ma façon. Ils n'ont pas appris à être disponibles pour les grands-parents. D'ailleurs, c'était pas fusionnel. C'était des gens qui n'aimaient pas les enfants. Et comme ça, j'en ai eu 5. Je ne sais pas si c'est pour Quelle les histoire. contrarier. Oui, non, mais enfin vous avez eu 5 enfants et vous avez, à travers eux, tous ces rêves que vous aviez pour vous. Ça a été vite fini, le grand amour, et il buvait. Je le conjurais de ne pas boire. Oui. Et nous avions eu 2 accidents et j'ai été blessée. J'avais une fracture un traumatisme crânien et j'ai été hospitalisée. Le petit qu'on avait à l'époque devant parce que c'était pas interdit. Bon, et après un autre accident et une nuit, il n'est pas rentré de son travail. Il s'est mis en grève. Et nous avions notre voiture et il s'est tué. Il a raté un virage et tout était contre nous, tout, absolument. Le père de tout. vos enfants, hein, c'est ça, c'est lui. Oui, il y avait encore les 3 chez moi. Un fils qui se destinait à être accordeur de piano, qui est parti d'ailleurs en stage après. Et en rentrant, il s'est marié tout de suite. Donc moi, j'étais veuve 4 ans et demi. Et puis j'ai connu mon second mari comme ça par téléphone et d'une bonté. Il était à la retraite. On a vécu, il m'a pris un bel appartement à Metz. Puis après, nous sommes revenus sur Paris. Quelle histoire, quelle histoire. 10 ans après. La densité, enfin, c'est une vie. Ah oui. Avec des drames, mais
Une vie terriblement romanesque. Oui, et il y a 15 ans, ma fille qui était infirmière, donc chacun avait une profession, mais vraiment, j'étais fière d'eux. Mais eux, comme je les admirais tellement, ils sont peut-être, plus c'est leur tempérament, ils sont pas très fusionnels. Moi, ils sont à Nancy, à Metz, à Clermont-Ferrand, à Bar-le-Duc. Bon, voilà. Donc, moi, je vis seule ici, je fais ma piscine, je couds, je brode, je corresponds, je dessine, je m'arrange. Mais oui, mais je comprends mieux, enfin, quand il y aurait tellement à dire encore de votre vie, de votre histoire, mais que j'allais dire, dès le départ, ce qui frappait, c'était cette force de caractère. Quand vous dites, voilà, vous avez 84 ans, vous vous retrouvez seul, mais vous ne voulez pas d'aide ménagère, vous continuez vos activités, il y a quelque chose qui vous tient. Et tous les dimanches, j'ai une amie, elle est philosophe, elle vient déjeuner, elle est invalidée, elle vient avec son déambulateur, mais rien ne l'arrête. Elle va en Grèce, elle va... Oui, son esprit fonctionne très bien. Enfin, etc. Ouais. Et elle m'a dit aujourd'hui, comme je pense à la mort, parce que... Votre ami vous disait ça? Mon mari qui est parti, et... Mais en même temps, c'est normal d'avoir aussi, enfin, je ne sais pas de quelle façon vous y pensez. Comment y pensez-vous quand vous pensez à la mort? De quelle façon? Qu'est-ce que... Eh bien, je suis tombée avec mon analyste là. Oui. C'est mon médecin. On s'entend très bien. J'ai l'impression que je suis sa mère, enfin voilà, mais c'est un éminent médecin qui a écrit des livres et qui a été primé, enfin voilà. Mais j'ai l'impression que, et je suis à 100%, j'ai appris ça bêtement, il m'a dit, vous ne partirez pas d'ici, seulement quand vous aurez 100 ans. Il veut vous garder le plus longtemps possible. Voilà. Vous lui avez dit que vous aviez l'impression, enfin, qu'il y avait dans le transfert et contre-transfert d'être sa mère? Non, ça me vient là maintenant brutalement. Oui. C'est intéressant ce qui se joue entre vous deux. Oui. Justement, lui puisqu'il est plus jeune, forcément plus jeune que vous, et vous vous sentez en position de mère par rapport à lui, et lui qui veut vous garder. Il a perdu sa mère, justement. Oui. Mais en plus, quand il a perdu, il vous a confié ça. Oui. Pardon. Oui, il y a une relation, il y a une complicité qui s'est nouée entre vous deux, importante. Oui, oui. Mais c'est formidable parce que ça montre que on peut parler de soi et on peut parler des angoisses qui nous traversent à tout âge, vraiment. Et quelle vie! Quelle vie! C'est vrai qu'on pourrait encore vous entendre pendant des heures. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais c'est ce que j'aime, moi, avec les témoignages de personnes comme vous. Qui ont un tel vécu. J'en aurai d'autres que je tiendrai à Alors votre une prochaine fois avec grand plaisir. Oui. Je me permets de vous embrasser. Oui. Belle nuit à vous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci.